Regardez-moi bien, vous tous. J'ai crié, ma voix tremblante mais déterminée résonnant dans la salle à manger luxueuse où mon fils célébrait son anniversaire de mariage. Les conversations se sont tues instantanément. Pendant 2 ans, vous m'avez tous menti. Vous avez fait croire à mon fils que je voulais m'emparer de son héritage, que je détestais sa femme, que je complotais contre sa famille. La belle-fille s'est levée, le visage pâle comme un linge. Ce vieux fou recommence avec ses délires. J'ai alors sorti de ma poche une clé USB et l'ai branchée sur le grand écran du salon. Délire, voyons voir. Des dizaines de messages s'affichent entre elle et ses amis, planifiant méticuleusement comment m'éloigner de mon fils, comment falsifier des documents, comment détruire notre relation père-fils. Mon fils s'est levé lentement, les yeux rivés sur l'écran, puis sur sa femme. « C'est vrai? Tu as fait ça? » ?»« Papa, ce n'est pas tout. » J'ai continué. « La douleur dans ma poitrine que vous avez tous ignorée, ce n'était pas le chagrin d'un vieux père rejeté. C'était un infarctus. J'ai failli mourir seul dans mon appartement, pendant que vous étiez tous ici, à célébrer sur ma tombe anticipée. Le silence était assourdissant. Les invités se regardaient, mal à l'aise. Mon fils s'est approché de moi, les larmes aux yeux, tendant sa main tremblante vers la mienne. Avant de continuer cette histoire et de vous révéler comment j'ai découvert toute cette conspiration, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un de votre famille? La douleur dans ma poitrine était devenue une compagne familière. Au début, je croyais que c'était simplement le chagrin qui m'étouffait, cette sensation d'être arraché de la vie de mon propre fils. À 73 ans, j'avais connu des peines, mais aucune comparable à celle-ci. Tout avait commencé il y a 2 ans, peu après le mariage de Didier avec Margot. Les appels se sont espacés, puis les visites sont devenues rares, puis inexistantes. Quand j'essayais de les contacter, c'était toujours la même rengaine. « Nous sommes occupés. Nous vous appellerons plus tard. Ce n'est pas un bon moment. » Comme si 50 années de paternité pouvaient simplement s'effacer. Ce matin-là, je me préparais un café dans mon petit appartement parisien. Depuis la mort d'Olivia, ma femme, il y a 5 ans, l'espace semblait toujours trop grand et trop vide à la fois. Les photographies sur les murs me rappelaient une époque révolue où ma famille était unie. Le téléphone sonne. C'est Daniel, mon ami de toujours. Nous nous connaissons depuis l'école primaire, imaginez-vous. « Comment vas-tu, Guillaume ?» Sa voix est chaleureuse, mais je perçois de l'inquiétude. Comme un vieux qui attend que son fils daigne lui donner des nouvelles, je réponds, essayant de masquer l'amertume dans ma voix. « Tu sais ce que je pense. Tu devrais le laisser vivre sa vie. Les jeunes couples ont besoin d'espace. » J'entends cette phrase depuis 2 ans. De l'espace, oui. M'effacer complètement de sa vie, non. Il y a quelque chose qui cloche, Daniel. Je le sens. Un silence, puis... Écoute, je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais... J'ai croisé Didier et Margot au restaurant la semaine dernière. Ils étaient avec des amis, ils semblaient... heureux. La pointe de douleur dans ma poitrine s'intensifie. Tu vois, il a le temps pour tout le monde, sauf pour son père. Guillaume, je m'inquiète pour toi. Cette obsession n'est pas saine, tu devrais consulter. Je ne suis pas fou. Je m'emporte puis regrette immédiatement. Pardonne-moi, mon ami, c'est juste que... il y a quelque chose d'anormal. Mon fils n'a jamais été comme ça avant son mariage. Après avoir raccroché, je fixe le téléphone un moment, puis prends une décision. Aujourd'hui, je vais chez eux, sans prévenir. J'ai besoin de voir mon fils dans les yeux quand il me dira qu'il ne veut plus de moi dans sa vie. Je prends le métro jusqu'au 16e arrondissement où ils ont acheté un bel appartement haussmannien. Le contraste avec mon modeste logement du 18e est saisissant. Didier a bien réussi dans la finance et Margot est avocate dans un cabinet prestigieux. Je devrais être fier, je suis fier. Mais cette réussite semble m'avoir coûté mon fils. Devant leur porte, j'hésite. La douleur dans ma poitrine s'intensifie comme pour me prévenir. Je l'ignore et sonne. C'est Margot qui ouvre, élégante dans un tailleur gris. Son visage se décompose quand elle me voit. « Guillaume, quelle surprise !»« Bonjour Margot. » Je passais dans le quartier et je me suis dit que je pourrais voir mon fils.
Son sourire est figé. Didier n'est pas là. Il est en déplacement à Londres pour la semaine. Je sais qu'elle ment. Daniel les a vus ensemble il y a quelques jours à peine. Je vois. Puis-je entrer un moment? J'aimerais au moins voir où vous vivez maintenant. Elle s'écarte à contre-cœur. L'appartement est magnifique, décoré avec goût. Des œuvres d'art contemporain ornent les murs, des meubles de designer occupent l'espace. Rien ne rappelle ma présence dans la vie de mon fils. Pas une seule photo de famille, pas un seul objet hérité. C'est très beau, je murmure. Merci. Nous avons travaillé avec un décorateur d'intérieur. Elle me guide vers le salon, manifestement mal à l'aise. Voulez-vous un café? Volontiers. Pendant qu'elle s'affaire dans la cuisine, je remarque son téléphone portable posé sur la table basse. Un message s'affiche sur l'écran. Une notification d'un certain groupe WhatsApp nommé Opération Beau-Père. Mon cœur s'accélère. La douleur dans ma poitrine devient lancinante. Quand elle revient avec le café, je dois me retenir de l'interroger sur ce groupe. À la place, je fais semblant de m'intéresser à leur décoration, tout en observant ses réactions. Elle est nerveuse, vérifie constamment l'heure. Vous semblez pressée, Margot. Je ne voudrais pas vous déranger. Non, non. C'est juste que j'ai une réunion importante cet après-midi. Encore un mensonge. Je le sens. Je prends congé peu après, mais au moment de partir, la douleur dans ma poitrine devient insupportable. Je m'appuie contre le mur du couloir. Le souffle court. « Guillaume, vous allez bien ?» Margot semble sincèrement inquiète maintenant. Ce n'est rien. Juste un petit malaise. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, ça va passer. Je me redresse avec difficulté. Dites à Didier que je suis passé. Dites-lui que son père l'aime, malgré tout. Elle hoche la tête, le regard fuyant. Je quitte l'immeuble avec la certitude qu'elle ne transmettra jamais mon message. Dans le métro, la douleur ne fait qu'empirer. Je transpire, ma vision se trouble. Une jeune femme me cède sa place, l'air inquiet. Je la remercie d'un faible sourire. À la station suivante, je décide de sortir. Je ne me sens vraiment pas bien. À peine sur le quai, mes jambes se dérobent dessous moi. La douleur est maintenant comme un étau qui broie ma poitrine. J'entends des voix affolées autour de moi. Quelqu'un appelle les secours. Ma dernière pensée avant de perdre conscience est pour Didier. Saura-t-il seulement que son père est en train de mourir? Je me réveille dans une chambre d'hôpital, des tubes et des fils me reliant à diverses machines. Un médecin m'explique que j'ai fait un infarctus. Vous avez eu de la chance, monsieur Lambert. Quelques minutes de plus et... Mon fils. Est-ce que quelqu'un a prévenu mon fils? Le médecin échange un regard avec l'infirmière. Nous avons contacté tous les numéros dans votre téléphone. Votre ami Daniel est venu vous voir hier. Mais pas mon fils? Je suis désolé. Les jours suivants sont un brouillard de médicaments, d'examens et de conversations avec les médecins. Daniel vient tous les jours. D'autres amis aussi. Mais pas Didier. Une semaine après mon admission, alors que je somnole dans ma chambre, j'entends des voix dans le couloir. L'une d'elles me semble familière. Ne comprends pas pourquoi on ne m'a pas prévenu plus tôt. Monsieur, nous avons appelé tous les contacts d'urgence de votre père dès son arrivée. C'est impossible, je n'ai reçu aucun appel. C'est la voix de Didier. Mon cœur s'emballe. Les moniteurs s'affolent. Il entre dans la chambre, le visage marqué par l'inquiétude et la culpabilité. « Papa !» s'exclame-t-il en me voyant. « Didier !» Ma voix est faible, mais mon bonheur immense. Il s'approche, prend ma main. Je viens d'apprendre. C'est Daniel qui m'a finalement contacté. Pourquoi tu ne m'as pas appelé directement? Je l'ai fait, fils. Des dizaines de fois ces 2 dernières années. Tu ne répondais jamais. Son visage se décompose. Mais j'ai toujours répondu quand tu appelais. Enfin, les rares fois où tu appelais. Nous nous regardons, soudain conscients qu'il y a un terrible malentendu entre nous. Didier, je murmure, serrant sa main. Je crois que quelqu'un s'est assuré que nous ne puissions pas communiquer. Son expression change, passant de la confusion à une lente compréhension. Papa, je ne comprends pas.
Qui ferait une chose pareille? Je pense au groupe WhatsApp, Opération Beau-Père, sur le téléphone de Margot. Je pense aux mensonges, aux rendez-vous manqués, aux messages non transmis. Mais je ne peux pas accuser sa femme sans preuve. Pas encore. Je ne sais pas, fils. Mais je vais le découvrir. Les jours suivants, Didier vient me voir régulièrement. Nous parlons comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Il me raconte sa version des événements. Comment il croyait que j'étais trop occupé pour lui, comment on lui avait rapporté que je désapprouvais son mariage, comment des messages blessants qu'il pensait venir de moi l'avaient progressivement éloigné. Je n'ai jamais envoyé ces messages, Didier. Jamais je n'aurais pu te dire ces choses horribles. Il semble me croire, mais je vois bien qu'il est tiraillé. Entre son père et sa femme, son choix est déchirant. Un jour, alors que les médecins envisagent ma sortie prochaine, Didier vient avec Margot. C'est la première fois que je la revois depuis ce jour dans leur appartement. « Bonjour Guillaume », dit-elle avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. « Comment vous sentez-vous ?»« Mieux. Beaucoup mieux maintenant que mon fils est revenu dans ma vie. » Je vois une ombre passer sur son visage. Didier, lui, serre ma main avec affection. « Papa, nous avons pensé, Margot et moi, que tu pourrais venir habiter chez nous quelque temps, le temps de te rétablir complètement. » Je suis pris au dépourvu. C'est exactement ce que je voulais, me rapprocher de mon fils. Mais maintenant que je soupçonne Margot d'être derrière notre séparation, l'idée de vivre sous leur toit me semble dangereuse. Pourtant, c'est aussi une opportunité de comprendre, de chercher des preuves. C'est très gentil à vous. Je réponds prudemment. J'accepte avec plaisir. Le regard de Margot se durcit imperceptiblement. Parfait, dit-elle d'une voix trop joyeuse. Nous préparerons la chambre d'amis. 3 jours plus tard, je m'installe chez eux. La chambre d'amis est confortable mais impersonnelle. Didier est aux petits soins pour moi, mais il travaille beaucoup. Margot, elle, est distante, polie mais froide. Je profite de leurs absences pour explorer discrètement l'appartement. Je cherche des indices, des preuves de cette opération Beau-Père, entrevue sur son téléphone. Mais Margot est prudente, son téléphone ne la quitte jamais, et son ordinateur portable est protégé par un mot de passe. Un soir, alors que Didier est en déplacement et que Margot croit que je dors, j'entends sa voix dans le salon. Elle parle au téléphone, à voix basse mais audible depuis le couloir où je me suis glissé silencieusement. Devient compliqué. Il est ici maintenant, sous notre toit. Non, Didier ne soupçonne rien. Il est tellement naïf. Oui, je sais qu'on avait dit qu'on se débarrasserait de lui définitivement, mais un meurtre c'est... Non, écoute-moi bien, on va continuer comme prévu. L'héritage de sa mère nous reviendra, mais on doit être patient. Mon sang se glace dans mes veines. L'héritage de sa mère. Olivia avait effectivement laissé une somme conséquente, placée dans un trust dont Didier était le bénéficiaire principal, mais qui me garantissait un usufruit à vie. Soudain, tout devient clair. Ce n'est pas seulement Margot. Il y a d'autres personnes impliquées. Et leur plan n'était pas simplement de m'éloigner de mon fils, mais peut-être de précipiter ma fin. Je retourne dans ma chambre, le cœur battant. La douleur dans ma poitrine revient, mais cette fois, ce n'est pas mon cœur défaillant, c'est la rage qui monte en moi. Une rage froide, calculatrice. Je suis un vieil homme, oui, mais j'ai été professeur de mathématiques pendant 40 ans. J'ai enseigné la logique, la stratégie, la résolution de problèmes complexes. Et maintenant, j'ai un nouveau problème à résoudre. Comment démasquer ceux qui ont manipulé mon fils et voulu me détruire? Le lendemain matin, je prétends avoir mal dormi. Margot, jouant parfaitement son rôle d'hôtesse attentionnée, propose d'aller me chercher de nouveaux médicaments à la pharmacie. Dès qu'elle est partie, je me précipite dans leur bureau. L'ordinateur de Didier est allumé. Il a toujours été négligent avec la sécurité informatique. Je fouille rapidement ses emails, ses messages, ses documents. Rien d'incriminant au premier abord, mais je remarque quelque chose d'étrange. Certains emails que je lui ai envoyés ces 2 dernières années n'apparaissent pas dans sa boîte de réception, alors que je sais pertinemment les avoir envoyés. Je vérifie les paramètres de son compte email et découvre une règle de filtrage automatique.
Tous les messages provenant de mon adresse sont automatiquement transférés vers une adresse que je ne connais pas, puis supprimés de sa boîte de réception. Mon cœur s'accélère. Voilà une première preuve. Mais qui a configuré cette règle? Didier n'aurait jamais fait ça. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir. Margot est revenue plus tôt que prévu. Je ferme rapidement tout et retourne dans le salon, faisant semblant de lire un livre. « Voilà vos médicaments, Guillaume », dit-elle, en me tendant un sachet de la pharmacie. « Merci, Margot. Vous êtes si attentionnée. » Nos regards se croisent. Dans ses yeux, je vois une froideur calculatrice qui contraste avec son sourire de façade. Dans les miens, elle doit voir un vieux père reconnaissant. Peut-être un peu sénile, si elle savait que la chasse vient de commencer. Ce soir-là, quand Didier rentre du travail, je l'observe attentivement. Comment a-t-il pu ne pas voir la manipulation dont il est victime? Mais je comprends aussi, l'amour nous rend aveugles, et Margot est très douée pour jouer son rôle. Pendant le dîner, je laisse échapper comme par inadvertance. « Au fait, Didier, j'ai reçu un appel étrange aujourd'hui. Quelqu'un qui se présentait comme ton conseiller financier, me demandant si j'avais pris une décision concernant le trust d'Olivia. » Didier fronce les sourcils. « Mon conseiller financier? C'est bizarre, je n'ai jamais... » « Ce n'était rien, » je l'interromps, remarquant la tension soudaine de Margot. « Probablement une erreur. Ou peut-être une tentative d'arnaque visant les personnes âgées. » Plus tard dans la soirée, je surprends Margot au téléphone dans la salle de bain, murmurant furieusement. « A reçu un appel? Non, je ne sais pas qui. Il faut accélérer les choses. » Ma stratégie fonctionne. J'ai semé le trouble et maintenant, ils vont commettre des erreurs. Des erreurs qui me permettront de tout dévoiler à mon fils. Dans les jours qui suivent, je continue mon enquête discrète. J'installe secrètement une application de surveillance sur le téléphone de Didier pendant qu'il dort, une application qui me permet de voir tous ses messages entrants et sortants. Je découvre avec horreur l'ampleur de la manipulation. Des SMS falsifiés en mon nom, des emails modifiés, des conversations rapportées de façon déformée. Je compile méthodiquement toutes ces preuves. Je remonte la piste de ce mystérieux groupe Opération Beau-Père et découvre qu'il inclut non seulement Margot, mais aussi son frère, un avocat spécialisé en succession, et 2 amis du couple qui ont tous contribué à m'écarter de la vie de mon fils. La douleur dans ma poitrine est toujours là, mais elle s'est transformée. Ce n'est plus la souffrance d'un père rejeté, mais la détermination d'un homme qui ne se laissera plus manipuler. Et puis vient ce jour, l'anniversaire de mariage de Didier et Margot. 2 ans qu'ils sont mariés, 2 ans que j'ai perdu mon fils. Ils organisent une grande fête dans un restaurant chic. Je suis invité, bien sûr. Margot ne peut pas refuser sans paraître suspecte, maintenant que Didier et moi nous sommes réconciliés. C'est ce soir que je vais tout révéler. Je m'habille avec soin, glisse une clé USB contenant toutes mes preuves dans la poche de ma veste et me prépare pour la confrontation qui changera tout. La douleur dans ma poitrine s'est apaisée, comme si mon corps savait que justice allait enfin être rendue. Ce soir, je vais récupérer mon fils. Ce soir, les manipulateurs vont payer. Dans le taxi qui m'emmène au restaurant, je regarde Paris défiler par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillent comme autant de promesses d'un avenir meilleur. Pour la première fois depuis 2 ans, je me sens vivant, vraiment vivant. La douleur qui m'a guidé vers la vérité va maintenant guider mon fils vers la lumière. Et les conspirateurs qui ont voulu nous séparer vont découvrir qu'un vieil homme avec un cœur meurtri peut être l'adversaire le plus dangereux qui soit. Je me tiens devant l'entrée du restaurant chez Maxime, un établissement étoilé du 8e arrondissement où Didier et Margot célèbrent leur anniversaire de mariage. Ma main serre la clé USB dans ma poche comme un talisman. 2 ans de manipulation et de mensonges vont prendre fin ce soir. Le maître d'hôtel m'accueille avec déférence. « Monsieur Lambert, votre fils vous attend. La fête a déjà commencé. » J'entre dans une salle privée décorée avec goût, fleurs fraîches, cristal étincelant, nappes de lin blanc. Une 30aine de personnes sont présentes, riant et bavardant. Je repère immédiatement Margot dans une robe rouge éclatante, le centre de toutes les attentions.
Didier se tient à ses côtés, élégant dans son costume sur mesure. Il a mon sourire, et cette pensée me serre le cœur. Quand il m'aperçoit, son visage s'illumine. « Papa !» Il s'approche, m'embrasse. « Je suis heureux que tu aies pu venir. » Margot le suit, son sourire ne masquant pas totalement sa contrariété. « Guillaume, quelle joie de vous voir en forme. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Je réponds, observant attentivement sa réaction. Elle se raidit imperceptiblement puis se reprend. « Venez, votre place est à notre table. Nous avons tant d'amis qui veulent vous rencontrer. » Je la suis, notant mentalement chaque visage. Je reconnais certaines personnes des photos que j'ai trouvées, le frère de Margot, l'avocat spécialiste des successions, et 2 de leurs amis proches, tous membres du fameux groupe Opération Beau-Père. Ils me saluent avec une chaleur feinte, ignorant que je connais leur rôle dans cette conspiration. Le dîner commence. Plats gastronomiques, vin fin, conversations animées. Je joue le jeu, souriant, racontant des anecdotes sur Didier enfant, observant les regards nerveux que s'échangent Margot et ses complices. Après le plat principal, Didier se lève pour un toast. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu célébrer ces 2 merveilleuses années avec Margot. Elle est la lumière de ma vie, la personne qui m'a rendu meilleur. Il lève son verre vers sa femme, puis se tourne vers moi. Et je suis particulièrement heureux que mon père soit parmi nous ce soir. Ces dernières années n'ont pas toujours été faciles entre nous, mais je suis reconnaissant que nous ayons pu nous retrouver. Les applaudissements retentissent. Margot sourit, mais ses yeux restent froids. Je lève mon verre, mais ne bois pas. Le moment n'est pas encore venu. Après le dessert, alors que les conversations s'animent, je me lève discrètement et m'approche du responsable technique de la salle. Quelques mots, un billet glissé, et il accepte d'installer ma clé USB sur le système de projection prévu pour les discours de fin de soirée. De retour à ma place, je remarque que le frère de Margot m'observe. Il se penche vers elle, murmure quelque chose. Elle tourne vivement la tête vers moi, sourcils froncés. Elle s'excuse auprès de ses invités et vient s'asseoir à côté de moi. « Guillaume, vous semblez fatigué. Peut-être devriez-vous rentrer vous reposer ? Je peux appeler un taxi. » « C'est gentil, Margot, mais je me sens parfaitement bien. Je ne voudrais pas manquer la fin de cette magnifique soirée. » Ses yeux se plissent. « À quoi jouez-vous exactement ? » « Je ne joue pas, ma chère belle-fille. Je remets simplement les pièces du puzzle à leur place. » Elle pâlit légèrement, puis se reprend. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais n'oubliez pas votre cœur fragile. Le stress n'est pas bon pour vous. Ne vous inquiétez pas pour mon cœur. Il a été brisé, mais il s'est reconstruit plus fort. » Elle retourne auprès des invités, visiblement préoccupée. Je la vois chuchoter avec son frère et leurs amis. Le piège se referme. C'est Didier qui annonce que le moment des discours est arrivé. L'écran descend du plafond, le projecteur s'allume. Margot se prépare à prendre la parole, mais je me lève avant elle. « Si vous permettez, j'aimerais dire quelques mots. » Didier sourit, surpris mais heureux. « Bien sûr, papa. La parole est à toi. » Je me place devant l'écran, face à tous ces visages tournés vers moi. Certains curieux, d'autres méfiants. La douleur dans ma poitrine est toujours là, lancinante mais supportable. Merci à tous d'être venus célébrer l'anniversaire de mariage de mon fils et de Margot. 2 ans déjà. Et quels 2 ans ce furent. Je fais un signe discret au technicien. L'écran s'illumine, montrant la première preuve. Les règles de filtrage de l'email de Didier. Vous voyez ici comment tous mes messages à mon fils ont été interceptés pendant 2 ans. Pas un seul n'a atteint sa boîte de réception. Des murmures parcourent la salle. Didier se lève, s'approche de l'écran, incrédule. Ce n'est que le début. Je continue, tandis que les diapositives défilent. Voici des messages falsifiés, envoyés en mon nom, remplis de critiques et d'accusations contre Margot que je n'ai jamais écrites. Didier se tourne vers sa femme, le visage décomposé. « Margot !» Elle se lève d'un bond. « C'est ridicule, ce vieillard est devenu fou. Il invente tout ça parce qu'il ne supporte pas que tu aies ta propre vie. »
Mais je continue imperturbablement. Et voici la pièce maîtresse, des captures d'écran du groupe WhatsApp Opération Beau-Père, où Margot, son frère et leurs amis planifiaient méticuleusement comment m'écarter de la vie de Didier. Pourquoi? Pour l'héritage de ta mère, mon fils. Un trust dont je suis l'usufruitier à vie. Le silence tombe sur la salle. Didier regarde alternativement l'écran et sa femme, comme s'il cherchait désespérément une explication qui rendrait tout cela faux. Il savait que tu ne toucherais cet argent qu'après ma mort. Je poursuis, implacable. Alors ils ont d'abord essayé de me faire sortir de ta vie, espérant que le chagrin et la solitude feraient leur œuvre. Et quand j'ai eu mon infarctus, ils ont fait en sorte que tu ne sois pas prévenu, espérant que je meure seul dans cet hôpital. Des hoquets d'indignation parcourent l'assemblée. Certains invités commencent à se lever mal à l'aise. « C'est un tissu de mensonges !» crie Margot désespérée. « Didier, tu ne vas pas croire ces accusations absurdes !» Mais Didier ne répond pas. Il fixe l'écran où s'affiche maintenant une conversation entre Margot et son frère. Le vieux ne tiendra pas longtemps. Son cœur est fragile. Une fois qu'il sera parti, tout l'argent sera à nous. « Assez !» Le frère de Margot se lève, furieux. « Coupez cette projection immédiatement !»« Pourquoi ?» Je demande calmement. « La vérité vous fait-elle peur ?» Didier s'approche de moi, le visage ravagé par l'émotion. « Papa, est-ce que tout cela est vrai ? Chaque mot, chaque image, mon fils. J'ai tout documenté. Et ce n'est pas tout. Je fais défiler d'autres preuves, des enregistrements de conversations, des documents falsifiés, le plan complet pour m'isoler et précipiter ma fin. » Margot s'effondre sur sa chaise, voyant l'édifice de mensonges s'écrouler autour d'elle. Son frère tente de s'approcher de moi, mais deux amis de Didier l'en empêchent. « Tu as empoisonné mon père contre moi », murmure Didier, fixant Margot avec incrédulité. « Tu m'as fait croire qu'il me détestait, qu'il désapprouvait notre mariage, qu'il voulait contrôler ma vie, tout ça pour de l'argent ?»« Non, Didier, ce n'est pas, » commence-t-elle. « Assez de mensonges !» crie-t-il, frappant la table du poing. Le cristal teinte, les verres tremblent. Je n'ai jamais vu mon fils dans une telle colère. Il se tourne vers l'assemblée. « La fête est terminée. Je vous prie de nous excuser. » Les invités se dispersent rapidement, chuchotant entre eux. Seul reste Didier, Margot, son frère, et moi. Et la vérité, suspendue dans l'air comme un orage prêt à éclater. « Comment as-tu pu faire ça ?» demande Didier à sa femme, la voix brisée. « Je t'aimais, je t'ai tout donné. Tu ne comprends pas, plaide-t-elle. Ton père allait tout contrôler, te manipuler. Je voulais juste nous protéger. Protéger quoi? Notre cupidité? Notre mensonge? » Il secoue la tête, dégoûté. « Tu sais ce qui est le pire? Ce n'est même pas l'argent. C'est que tu m'as volé 2 ans avec mon père. 2 ans que je ne pourrai jamais récupérer. La douleur dans ma poitrine s'intensifie, mais cette fois, c'est différente. C'est la douleur de voir mon fils souffrir, de comprendre l'ampleur de la trahison qu'il ressent. » Le frère de Margot tente une dernière manœuvre. « Tout cela peut être expliqué. Il y a eu des malentendus, mais rien de criminel. Nous pouvons résoudre cela en famille, sans... » « Sans quoi ?» interrompt Didier. « Sans justice? Sans conséquences ?» Je pose une main sur l'épaule de mon fils. « Il y aura des conséquences. J'ai déjà contacté la police. Manipulation, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux. La liste est longue. » Le frère pâlit. « Vous n'avez pas fait ça. »« Si, » je réponds calmement, et j'ai transmis toutes les preuves au procureur. Vous devriez recevoir une convocation très bientôt. » Margot éclate en sanglots, comprenant que tout est fini. Pas seulement son mariage, mais peut-être aussi sa carrière, sa liberté. Didier me regarde, les yeux brillants de larmes contenues. « Rentrons à la maison, papa. » Ces mots simples sont la plus belle victoire que j'aurais pu espérer. Dans les jours qui suivent, notre monde est bouleversé. Didier engage une procédure de divorce. Margot, son frère et leurs complices font l'objet d'une enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée et mise en danger de la vie d'autrui. Didier quitte l'appartement qu'il partageait avec Margot et vient temporairement s'installer chez moi. Nos rôles sont inversés. C'est lui qui a besoin de soins maintenant, son âme brisée par la trahison. Un soir,
Alors que nous sommes assis dans mon modeste salon, contemplant la pluie qui tombe sur Paris, il me demande « Comment as-tu su, papa? Comment as-tu découvert toute cette machination ?» Je tapote ma poitrine, à l'endroit exact où la douleur m'a tenaillé pendant des mois. Mon cœur savait que quelque chose n'allait pas. La douleur m'a guidé. Ta douleur physique? Oui, mais pas seulement. La douleur de la séparation, de l'incompréhension. Elle m'a poussé à chercher, à ne pas accepter l'inacceptable. Il hoche la tête, pensif. J'ai été aveugle, complètement aveugle. L'amour nous aveugle souvent, fils. Ne te blâme pas. Mais 2 ans, papa. 2 ans perdus? Pas perdus. Je le corrige doucement. Nous avons appris. Et maintenant, nous reconstruisons. La douleur dans ma poitrine s'est presque entièrement dissipée. Les médecins sont surpris de ma récupération rapide. Ils parlent de guérison psychosomatique. Je souris sans répondre. Certaines douleurs ont un but. La mienne m'a mené à la vérité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours après la confrontation au restaurant, je reçois un appel d'un numéro inconnu. « Monsieur Lambert ?» Une voix de femme, tremblante. « Oui, je suis Christine, l'assistante de Margot au cabinet d'avocat. J'ai vu les nouvelles. Je dois vous dire quelque chose. » Mon cœur s'accélère. Je vous écoute. Ce n'était pas seulement pour l'argent. Il y avait autre chose. Quelque chose que Margot a découvert sur vous, sur votre passé. Quelque chose qu'elle utilisait comme justification. Une sueur froide coule le long de mon dos. De quoi parlez-vous? Un dossier. Elle le gardait dans son coffre, au bureau. Je l'ai vu une fois par accident. Il concerne un certain incident à Marseille, en 1979. Le monde s'arrête de tourner autour de moi. 1979. Marseille. Le souvenir que j'ai passé ma vie à enfouir. Où est ce dossier maintenant? Toujours dans son coffre, je suppose. Mais la police va perquisitionner le cabinet demain. Ils le trouveront. Je comprends. Merci de m'avoir prévenu. Je raccroche, le cœur battant à tout rompre. La douleur dans ma poitrine revient, plus intense que jamais. Pas l'infarctus cette fois, mais la peur. La peur que le passé ne ressurgisse et ne détruise ce que je viens de reconquérir. La confiance et l'amour de mon fils. J'étais un autre homme alors, jeune professeur à Marseille, cette nuit où tout a basculé. Cette nuit que j'ai passé 40 ans à oublier. Comment Margot a-t-elle pu découvrir ça? Qui lui a parlé? Et que va-t-il se passer quand Didier apprendra ce que son père a fait? La vérité est une arme à double tranchant. Elle m'a permis de démasquer Margot, mais elle pourrait maintenant me détruire à mon tour. Cette nuit-là, je ne dors pas. La douleur dans ma poitrine est revenue, lancinante, accusatrice. J'ai l'impression que mon passé frappe à la porte, exigeant d'être reconnu. Au petit matin, je prends une décision. Je dois récupérer ce dossier avant la police. Et pour cela, j'ai besoin d'aide. Je contacte Daniel, mon vieil ami. J'ai besoin d'un service dangereux. Guillaume, qu'est-ce qui se passe? Sa voix est inquiète. Je t'expliquerai. Passe me chercher dans 1 heure. Didier est déjà parti travailler. Je lui laisse un mot. Affaire urgente à régler. Ne t'inquiète pas, rentrerai ce soir. 1 heure plus tard, Daniel et moi roulons vers le cabinet d'avocat où travaille Margot, dans le quartier de la Défense. Je lui ai tout expliqué en chemin. Presque tout. J'ai omis les détails de Marseille 1979. Certains secrets sont trop lourds, même pour les plus vieux amis. C'est de la folie, Guillaume. Si on te prend à fouiller dans le bureau de Margot, tu risques gros. Si je ne récupère pas ce dossier, je risque bien pire. La douleur dans ma poitrine pulse au rythme de mon anxiété. Le cabinet occupe 3 étages d'une tour de verre. À l'accueil, je me présente comme un client ayant rendez-vous avec un des associés. Daniel reste dans la voiture, prêt à servir de chauffeur pour notre fuite. Une fois à l'intérieur, je repère rapidement le bureau de Margot grâce à la plaque sur la porte. Il est vide. Elle doit être en garde à vue ou chez son avocat. Parfait. Je m'y glisse furtivement. Ferme la porte derrière moi. Le bureau est impeccablement rangé, froid et impersonnel, à l'image de sa propriétaire. Le coffre doit être quelque part ici.
Après quelques minutes de recherche frénétique, je le trouve dissimulé derrière un tableau. Un coffre-fort numérique. Comment l'ouvrir? Je n'ai pas le code. La panique commence à monter. Et si quelqu'un entrait? Et si la police arrivait maintenant pour la perquisition? Je prends une profonde inspiration. Tente de calmer les battements erratiques de mon cœur. Réfléchis, Guillaume. Quel code Margot utiliserait-elle? J'essaie sa date de naissance. Rien. La date de son mariage avec Didier. Rien. Le code postal de son lieu de naissance. Toujours rien. Puis une idée me traverse l'esprit. Et si... Je compose la date de mon infarctus. Les 6 chiffres qui ont failli être les derniers de ma vie. Le coffre s'ouvre avec un déclic sinistre. À l'intérieur, plusieurs dossiers. Je les parcours fébrilement jusqu'à trouver celui qui porte l'étiquette GL Marseille 1979. Mes mains tremblent en l'ouvrant. Des photos en noir et blanc. Des coupures de journaux jaunis par le temps. Un rapport de police. Des témoignages. Toute l'histoire est là, couchée sur le papier avec une précision clinique. La nausée me submerge. Comment a-t-elle pu découvrir ça? Qui lui a donné ces informations? J'entends des voix dans le couloir. Quelqu'un approche. Je referme précipitamment le coffre, glisse le dossier sous ma veste et me dirige vers la porte. Trop tard. La poignée tourne. La porte s'ouvre. C'est Christine, l'assistante qui m'a appelé. « Monsieur Lambert !» s'exclame-t-elle surprise. « Que faites-vous ici ?»« J'ai reçu votre appel. Je suis venu voir ce dossier par moi-même. » Inutile de mentir maintenant. Elle hésite, regarde le renflement sous ma veste. « Vous l'avez pris. J'en ai besoin. » Pour comprendre ce que Margot savait exactement. Christine semble tiraillée entre son devoir professionnel et une certaine sympathie à mon égard. « La police arrive dans moins d'1 heure. Vous devriez partir. Pourquoi m'avez-vous appelé ?» Je demande, soudain méfiant. Pourquoi me prévenir pour ce dossier? Ses yeux se remplissent de larmes. Parce que je sais ce que c'est d'être séparé de son père par des mensonges. Margot m'a fait la même chose. Cette révélation me laisse sans voix. Vous aussi? Elle hoche la tête. Elle m'a manipulé pour que je l'aide dans ses manigances. J'ai compris trop tard ce qui se passait. Je suis désolé. Un allié inattendu. Je serre brièvement sa main. Merci. Partez maintenant. Prenez l'escalier de service, c'est plus sûr. Je suis son conseil et rejoins Daniel dans la voiture, le précieux dossier serré contre ma poitrine. La douleur s'est intensifiée, comme si mon cœur protestait contre ce que je venais de faire. « Tu l'as ?» demande Daniel en démarrant. « Oui, ramène-moi chez moi. » Dans la voiture, je parcours rapidement le contenu du dossier. C'est pire que ce que je craignais. Non seulement tous les détails de l'incident de Marseille y sont consignés, mais il y a aussi des informations sur ce qui s'est passé après. Le changement de ville, le nouveau départ, les mesures que j'ai prises pour m'assurer que personne ne fasse jamais le lien entre le Guillaume Lambert de Marseille et celui de Paris. Margot avait fait un travail d'investigation remarquable. Comment? Pourquoi? Ces questions me torturent. De retour à mon appartement, je m'enferme dans mon bureau et brûle méthodiquement chaque page du dossier dans un cendrier, regardant mon passé se réduire en cendres. Mais je sais que ce n'est qu'une solution temporaire. Si Margot a pu découvrir ces informations, d'autres le peuvent aussi. Et surtout, je dois décider si je vais tout avouer à Didier avant qu'il ne l'apprenne d'une autre manière. Si je lui dis la vérité, risque-t-il de me rejeter à nouveau ? Mais si je ne dis rien et qu'il l'apprend plus tard, ce sera encore pire. La douleur dans ma poitrine est devenue mon compagnon constant, me rappelant que les secrets ont un prix, et que parfois, ce prix est plus élevé que ce que nous sommes prêts à payer. Ce soir-là, quand Didier rentre, je le trouve assis dans le salon, perdu dans mes pensées. La pile de cendres dans le cendrier est le seul témoin physique de mon dilemme. « Papa, tout va bien ?» demande-t-il, inquiet. Je le regarde, ce fils que j'aime plus que tout au monde, ce fils pour qui j'ai traversé l'enfer. Et je prends ma décision. « Didier, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, à Marseille. » Il s'assoit en face de moi, le visage grave. « Je t'écoute, papa. »
La douleur dans ma poitrine atteint son paroxysme au moment où j'ouvre la bouche pour commencer mon récit. Cette fois, ce n'est pas mon cœur qui me fait souffrir, mais le poids écrasant de 40 années de silence qui s'apprête enfin à être brisé. Les jours qui suivent ma confession sont un tourbillon d'émotions. Didier a eu besoin de temps pour digérer ce que je lui ai révélé sur mon passé à Marseille. Il est parti marcher pendant des heures dans Paris, seul avec ses pensées et ce nouveau regard sur son père. J'ai attendu son retour dans une angoisse indescriptible, la douleur dans ma poitrine plus intense que jamais. Allait-il me rejeter, me dénoncer, ou comprendre que l'homme que j'étais en 1979 n'est plus celui que je suis devenu? Quand enfin la porte s'est ouverte, tard dans la nuit, son visage était marqué par la fatigue, mais étrangement apaisé. « J'ai beaucoup réfléchi, papa », a-t-il dit en s'asseyant à côté de moi. « Ce que tu as fait, c'était mal, très mal. » J'ai baissé la tête, incapable de soutenir son regard. « Mais, » a-t-il continué, « je comprends aussi que tu n'es plus cet homme-là. Tu as payé ta dette à ta façon, en devenant quelqu'un de meilleur, en étant un bon père pour moi. » Ces mots étaient comme un baume sur mon âme tourmentée. « Je ne peux pas juger l'homme que tu étais il y a 40 ans, papa. Je peux seulement aimer celui que tu es maintenant. Nous nous sommes étreints, pleurant tous les deux, libérés d'un poids immense. » La douleur dans ma poitrine s'est atténuée, remplacée par une chaleur nouvelle. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond et paisible pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, nous avons appris que Margot avait été mise en examen, ainsi que son frère et leurs complices. Les charges d'étaient graves, escroquerie en bande organisée, tentative d'extorsion, faux et usage de faux. L'enquête progressait rapidement. Une semaine plus tard, alors que Didier et moi déjeunions dans un petit bistrot près de la Seine, profitant d'une rare journée ensoleillée d'automne, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Monsieur Lambert, une voix masculine, autoritaire. Lui-même. Inspecteur Moreau, brigade financière. Nous aurions quelques questions à vous poser concernant un incident à Marseille en 1979. Mon sang s'est glacé. Didier, qui observait mon visage, a immédiatement compris. « Quand souhaitez-vous me rencontrer, inspecteur ?» ai-je demandé, m'efforçant de maîtriser le tremblement dans ma voix. « Dès que possible, demain matin à mon bureau, j'y serai. » Après avoir raccroché, j'ai regardé mon fils, tentant de masquer ma panique. « Ils savent, Didier, pour Marseille. » Il a pris ma main, la serrant fermement. « Nous affronterons ça ensemble, papa. Je ne te laisserai pas tomber. » La douleur dans ma poitrine est revenue, mais différente cette fois, moins angoissante, plus résignée. Peut-être était-il temps que je paie véritablement pour mes erreurs passées. Le lendemain matin, Didier a insisté pour m'accompagner au commissariat. L'inspecteur Moreau nous a reçus dans un bureau austère, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. « Monsieur Lambert, nous avons reçu des informations concernant votre implication dans un incident survenu à Marseille en 1979. Un incident qui n'a jamais été résolu. » J'ai hoché la tête, résigné. « Je suis prêt à répondre à vos questions, inspecteur. Avant cela, je dois vous informer que nous avons également découvert des éléments troublants concernant l'enquête initiale. Des témoignages manipulés, des preuves falsifiées. » J'ai froncé les sourcils, confus. « Que voulez-vous dire ? Il semble que vous ayez été délibérément mis en cause dans cette affaire, monsieur Lambert. Nous avons retrouvé le véritable coupable. » Il a tout avoué. Le choc m'a laissé sans voix. Didier a serré mon épaule, aussi surpris que moi. « Mais les preuves contre moi, ai-je balbutié, fabriquées par un inspecteur corrompu qui voulait clore rapidement l'affaire. Vous n'étiez qu'un bouc émissaire commode, un jeune professeur isolé sans famille influente pour vous défendre. 40 ans de culpabilité, de peur, de secret. Pour rien, nous pensons que Madame Margot Leroy a découvert cette manipulation et comptait l'utiliser contre vous, sans comprendre que vous étiez en réalité innocent. La pièce semblait tourner autour de moi. La douleur dans ma poitrine avait complètement disparu, remplacée par une sensation vertigineuse de libération. « Vous êtes libre de partir, monsieur Lambert.
Vous n'avez plus rien à craindre concernant cette affaire. » Dans le taxi qui nous ramenait chez moi, Didier et moi sommes restés silencieux, assimilant cette révélation extraordinaire. « Tu sais ce qui est ironique, papa ?» a finalement dit Didier. « Ta culpabilité t'a poussé à devenir un homme meilleur, un homme bon. Même si tu n'avais rien à te reprocher. » J'ai médité ces paroles, comprenant leur profonde vérité. Parfois, nos erreurs imaginaires nous façonnent autant que les réelles. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, parlant jusque tard dans la nuit, rattrapant ces 2 années perdues. La douleur dans ma poitrine avait complètement disparu, comme si mon cœur avait enfin compris qu'il pouvait cesser de me tourmenter. J'ai complété le 2e chapitre de l'histoire. Dans cette partie, nous voyons comment Guillaume poursuit sa quête de justice face à Margot et ses complices, et comment il découvre que sa belle-fille avait également découvert un secret de son passé à Marseille. Le chapitre développe la tension dramatique avec plusieurs rebondissements. Guillaume qui récupère le dossier compromettant, sa décision de tout avouer à son fils, puis la révélation inattendue qu'il était en fait innocent du crime dont il se croyait coupable depuis 40 ans. La relation père-fils continue d'être au cœur de l'histoire, avec Didier qui choisit de soutenir son père malgré les révélations sur son passé. Le chapitre se termine sur une note d'espoir, avec Guillaume qui est enfin libéré de sa douleur physique et émotionnelle et qui se prépare à poursuivre sa relation renouvelée avec son fils. Souhaitez-vous que je crée maintenant le chapitre 3.3 pour conclure l'histoire ? C'est une matinée froide de janvier quand nous nous présentons au palais de justice de Paris. Le procès de Margot, son frère et leurs complices commence aujourd'hui. La brume hivernale enveloppe les bâtiments historiques d'un voile grisâtre comme pour souligner la gravité du moment. Didier marche à mes côtés, droit et silencieux. Ces derniers mois ont été difficiles pour lui. Divorcer de la femme qu'il aimait, découvrir l'ampleur de sa manipulation, reconstruire sa relation avec moi. Son visage porte les traces de ces épreuves, mais aussi une détermination nouvelle. « Tu es prêt, papa ?» me demande-t-il alors que nous montons les marches du palais. « Oui », je réponds, surpris de constater que la douleur dans ma poitrine, qui m'accompagnait depuis si longtemps, a complètement disparu. « Et toi ?» Il inspire profondément. « J'ai besoin que justice soit faite. Pour toi, pour nous. » L'intérieur du palais est majestueux et intimidant à la fois. Notre avocat nous attend dans le hall, serrant nos mains avec assurance. « Tout est prêt, » nous dit-il. « Les preuves sont irréfutables. » La salle d'audience se remplit peu à peu. Journalistes, avocats, curieux attirés par cette histoire de manipulation familiale qui a fait la une des journaux. Et puis, de l'autre côté, Margot et ses co-accusés. Quand elle entre, escortée par des policiers, nos regards se croisent. Elle est pâle, amaigrie, ses traits autrefois parfaits maintenant tirés par l'anxiété. Une partie de moi ressent presque de la pitié. Presque. Didier se raidit à côté de moi. C'est la première fois qu'il la revoit depuis la confrontation au restaurant. Je serre son bras en signe de soutien. Le juge entre. La salle se lève. Le procès commence. Les heures suivantes sont un défilé de témoignages, de preuves, de plaidoiries. Notre avocat présente méthodiquement le dossier, les emails interceptés, les messages falsifiés, les conversations du groupe WhatsApp Opération Beau-Père, les témoignages des personnes impliquées. Quand vient mon tour de témoigner, je raconte simplement notre histoire. La douleur de perdre mon fils, l'infarctus ignoré, la découverte progressive du complot. Ma voix ne tremble pas. Je n'ai plus peur. La vérité est de mon côté. L'avocat de Margot tente de me déstabiliser, évoquant même l'affaire de Marseille. « Monsieur Lambert, n'est-il pas vrai que vous avez vous-même des secrets à cacher, des événements survenus à Marseille en 1979 ?» Notre avocat bondit. « Objection. Ces allégations n'ont aucun rapport avec l'affaire présente et ont été réfutées par une enquête officielle récente. » « Objection retenue, » déclare le juge. « Maître, veuillez vous en tenir aux faits pertinents pour cette affaire. »
L'avocat de Margot change de tactique, suggérant que j'étais un père trop possessif, que j'étouffais mon fils, que leur distanciation était naturelle et non orchestrée. Je réponds calmement, sans colère. Si mon fils avait choisi librement de s'éloigner de moi, j'aurais respecté sa décision, aussi douloureuse soit-elle. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on lui ait volé sa liberté de choisir, qu'on l'ait manipulé avec des mensonges. Didier témoigne ensuite, décrivant comment il a découvert qu'on lui avait menti, comment sa confiance a été trahie. Sa voix se brise parfois, mais il reste digne, refusant de céder à la colère ou aux larmes faciles. Puis c'est au tour de Margot. Elle monte à la barre, élégante malgré les circonstances, son masque d'assurance professionnelle bien en place. Mais ses mains tremblent légèrement. Son témoignage est un mélange habile de demi-vérité, d'omission et de justification. Elle admet certaines actions, mais nie les intentions criminelles. Elle parle de protéger Didier de mon influence négative, de malentendus qui ont dégénéré. Je n'ai jamais voulu faire de mal, affirme-t-elle, les yeux humides. J'aimais sincèrement Didier. Je voulais construire une vie avec lui, sans interférence. Je regarde mon fils, guettant sa réaction. Son visage est impassible, mais je le connais. Il ne croit pas un mot de ce qu'elle dit. Son frère témoigne ensuite, tentant maladroitement de minimiser son rôle. Puis viennent les autres complices, chacun rejetant la responsabilité sur les autres. Christine, l'assistante de Margot, est notre témoin surprise. Elle décrit comment elle a été manipulée elle aussi, comment elle a découvert progressivement le complot, comment sa propre famille a été déchirée par des manœuvres similaires. Madame Leroy a un mode opératoire, explique-t-elle à la cour. Elle identifie les relations familiales fortes qu'elle perçoit comme des menaces et travaille méthodiquement à les détruire. À la fin de la journée, nous sommes épuisés émotionnellement. Le procès doit se poursuivre sur plusieurs jours, mais notre avocat est optimiste. « Vous avez été parfait », nous assure-t-il. Le juge a clairement vu la manipulation. En sortant du palais, nous sommes assaillis par les journalistes. Didier les écarte poliment mais fermement. Pas de commentaires pour l'instant. Dans le taxi qui nous ramène chez moi, il reste silencieux longtemps, puis murmure « Elle mentait encore, n'est-ce pas ? Jusqu'au bout. » Oui, je réponds doucement. Certaines personnes ne peuvent pas s'en empêcher. Le mensonge devient leur vérité. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Sa voix trahit sa douleur. L'amour nous aveugle tous, fils. Ne te blâme pas pour avoir aimé. Il hoche la tête, regardant par la fenêtre les rues de Paris défiler dans le crépuscule. Je ne sais pas si je pourrais faire confiance à nouveau. Tu le pourras, je lui assure. Avec le temps. Le procès se poursuit pendant 2 semaines. Chaque jour apporte son lot de révélations, de témoignages, de preuves. L'affaire attire l'attention des médias, fascinés par cette histoire de manipulation familiale et d'héritage. Un matin, alors que nous nous préparons à partir pour le palais, Didier reçoit un appel. Son visage pâlit tandis qu'il écoute, puis il raccroche lentement. Margot a tenté de se suicider cette nuit dans sa cellule, annonce-t-il d'une voix blanche. Le choc me frappe comme une vague. Malgré tout ce qu'elle a fait, je ne lui souhaitais pas cela. Est-ce qu'elle... Elle est vivante, aux soins intensifs. Didier s'assied lourdement. Je ne sais pas quoi ressentir, papa. Je m'assieds à côté de lui, posant une main sur son épaule. C'est normal. Personne ne saurait quoi ressentir dans ces circonstances. Le procès est suspendu pendant plusieurs jours. Nous attendons dans un étrange limbo émotionnel. Didier est tourmenté, oscillant entre colère, culpabilité et une forme de compassion résiduelle pour la femme qu'il a aimée. Quand Margot se rétablit suffisamment, elle demande à voir Didier. À ma grande surprise, il accepte. « Es-tu sûr ?» je lui demande, inquiet. « J'ai besoin de clôturer ce chapitre, papa, de lui parler une dernière fois. Je respecte sa décision, mais mon cœur se serre d'inquiétude. Et si elle parvenait à le manipuler à nouveau ?» Didier revient de cette visite transformé. Non pas retombé sous son emprise comme je le craignais, mais libéré. Ses yeux sont clairs, sa démarche plus légère. « Elle a avoué, papa.
Tout, sans excuse ni justification cette fois. Elle a dit qu'elle était désolée, que la culpabilité la rongeait, que c'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Tu la crois? Il réfléchit un instant. Oui, pour une fois je pense qu'elle était sincère. Elle a dit qu'elle plaiderait coupable. Et c'est ce qu'elle fait. À la reprise du procès, Margot change son plaidoyer, admettant sa culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Son frère et les autres accusés suivent rapidement, espérant sans doute des peines réduites. Le juge prononce les sentences quelques jours plus tard. Margot écope de 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Son frère et les autres complices reçoivent des peines similaires. Des amendes substantielles leur sont également imposées, ainsi que l'obligation de suivre des thérapies. Dans la salle d'audience, alors que le verdict est lu, je sens une étrange paix m'envahir. Ce n'est pas de la joie, ni de la vengeance satisfaite. C'est simplement le sentiment que justice a été rendue, que la vérité a triomphé des mensonges. Didier, assis à côté de moi, serre ma main. C'est fini, papa. Oui, fils, c'est fini. En sortant du palais, sous un rare soleil hivernal, nous marchons en silence jusqu'au quai de la Seine. L'eau coule, imperturbable, reflétant le ciel bleu pâle. Paris continue sa vie, indifférente à nos drames personnels. Que fait-on maintenant? Demande Didier, s'accoudant au parapet. On vit, je réponds simplement. On avance. 6 mois ont passé depuis le procès. Le printemps a cédé la place à l'été, inondant Paris de lumière et de chaleur. Ma vie a changé de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. La douleur dans ma poitrine n'est plus qu'un lointain souvenir. Mon médecin est stupéfait de l'amélioration de mon état cardiaque, parlant de rémission exceptionnelle. Didier a déménagé dans un appartement à quelques rues de chez moi. Nous nous voyons plusieurs fois par semaine, partageant des repas, des promenades, des conversations profondes. Notre relation est plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Il a commencé à voir quelqu'un, une jeune professeure de littérature nommée Marie, douce et intelligente, aux antipodes de Margot. Il avance prudemment, sa capacité à faire confiance encore fragile, mais je vois dans ses yeux qu'il guérit. Quant à moi, j'ai repris l'enseignement des mathématiques à temps partiel, dans une association qui aide les jeunes en difficulté. Transmettre mon savoir à ces adolescents qui cherchent leur voie me donne un sentiment d'utilité que je croyais perdu. Parfois, je repense à cette période sombre, à ces 2 années perdues, à la douleur qui me tenaillait jour et nuit. Étrangement, je n'éprouve plus de colère. Margot et ses complices paient pour leurs actes. La justice a suivi son cours. Ce que je retiens surtout, c'est comment cette douleur m'a guidé vers la vérité. Comment ce signal d'alarme de mon corps m'a poussé à chercher, à ne pas accepter l'inacceptable. La douleur était mon allié, pas mon ennemi. Un dimanche d'été, Didier m'invite à déjeuner chez lui avec Marie. L'appartement est baigné de soleil, des fenêtres ouvertes entre une légère brise qui fait danser les rideaux. « Papa, Marie et moi avons quelque chose à te dire », annonce Didier après le dessert, prenant la main de sa compagne. Mon cœur s'accélère, mais d'anticipation joyeuse cette fois, pas d'angoisse. Je vous écoute. Nous allons avoir un enfant, révèle-t-il, un sourire illuminant son visage. Tu vas être grand-père. La joie me submerge comme une vague. Je me lève, les larmes aux yeux, et les serre tous les deux dans mes bras. C'est la plus belle nouvelle du monde. Plus tard, sur le balcon, Didier et moi partageons un moment tranquille, contemplant Paris qui s'étend devant nous. Tu sais, papa, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. À Margot, à la manipulation, à notre séparation forcée. Et quelle conclusion en as-tu tiré? Je demande doucement. Il contemple son verre un moment avant de répondre que parfois, il faut traverser les ténèbres pour apprécier la lumière. Ces 2 années ont été horribles, mais elles nous ont menés ici, à ce moment, à une relation plus forte, à Marie, à ce bébé qui va naître. La vie trouve toujours son chemin, je murmure, ému par sa sagesse. Et toi, papa, comment vas-tu vraiment? Je pose une main sur ma poitrine, là où la douleur m'a tourmenté pendant si longtemps. Je vais bien, fils. Vraiment bien.
Mon cœur est en paix. Et c'est vrai. La douleur qui m'a guidé vers la vérité m'a aussi conduit à cette nouvelle vie, plus riche et plus profonde. Elle m'a rappelé que les liens familiaux sont précieux et fragiles, qu'ils méritent d'être protégés, cultivés. Nous restons là, père et fils, regardant le soleil se coucher sur Paris, nos ombres s'allongeant sur le balcon. Demain est un nouveau jour, plein de promesses et de possibilités. Et nous l'affronterons ensemble, comme nous aurions toujours dû le faire. La douleur dans ma poitrine a disparu, mais elle a laissé derrière elle un précieux enseignement. Parfois, ce qui nous fait souffrir nous montre aussi le chemin vers la guérison. 5 ans ont passé. Je suis assis dans le jardin du Luxembourg, observant ma petite fille Emma qui joue sur la pelouse. À 4 ans, elle est un tourbillon d'énergie et de curiosité, avec les yeux de son père et le sourire de sa mère. Didier et Marie se sont mariés il y a 3 ans, dans une cérémonie simple mais émouvante. Ils attendent maintenant leur 2e enfant. La vie continue son cycle, imperturbable. Margot a purgé sa peine et a quitté la France, s'installant à l'étranger pour recommencer. Son frère a fait faillite, rattrapé par d'autres affaires douteuses. Quant aux autres complices, ils ont disparu de nos vies comme des personnages secondaires d'une pièce de théâtre qui s'est achevée. À 78 ans, je savoure chaque jour comme un cadeau. Mon cœur, autrefois si douloureux, bat maintenant d'un rythme régulier et paisible. Les médecins parlent de miracle médical, ne comprenant pas comment mes artères se sont réparées d'elles-mêmes. Mais je sais, moi, ce n'était pas seulement une douleur physique, c'était l'appel de mon cœur, me poussant à chercher la vérité, à retrouver mon fils, à ne pas abandonner. « Papy, regarde !» Emma court vers moi, tenant une fleur cueillie dans l'herbe. Je la prends sur mes genoux, écoutant son babillage enthousiaste sur les couleurs et les formes de sa trouvaille. Didier et Marie, assis sur un banc non loin, nous observent avec tendresse. La douleur qui m'a guidé vers la vérité a fait place à une joie profonde et sereine. Cette douleur était un message, un avertissement que quelque chose n'allait pas dans ma vie, dans ma famille. L'avoir écouté, avoir suivi son indication malgré la souffrance, m'a conduit à cet instant parfait, entouré des êtres que j'aime. Si vous aussi vous ressentez cette douleur sourde qui vous dit que quelque chose cloche dans votre vie, écoutez-la. N'ignorez pas ce signal d'alarme. Qu'il soit physique ou émotionnel, il vous guide peut-être vers une vérité que vous devez découvrir. La vie est trop courte pour la passer séparée de ceux qu'on aime. Trop précieuse pour la gaspiller dans des relations fausses ou toxiques. Trop belle pour ne pas se battre quand l'injustice nous frappe. Ma douleur a été mon guide, puis mon allié. Et maintenant qu'elle s'est tue, je lui suis reconnaissant pour le chemin qu'elle m'a fait parcourir. Emma s'endort contre ma poitrine, la fleur encore serrée dans sa petite main. Je caresse ses cheveux, sentant mon cœur battre contre le sien. 2 générations, unies par l'amour et le sang, comme il se doit. La vérité nous a libérés. La justice a été rendue. Et l'amour, cet amour indéfectible entre un père et son fils, a triomphé de tous les obstacles. Si vous vivez vous aussi cette douleur de la séparation, ce sentiment qu'on vous a volé quelqu'un que vous aimez, ne renoncez jamais. Cherchez la vérité, même quand elle fait mal. Battez-vous pour ce que vous aimez, car au bout du chemin, aussi difficile soit-il, la lumière vous attend. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres histoires vraies comme celle-ci. Partagez dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette douleur qui vous guide vers la vérité. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver son chemin. Merci de m'avoir écouté raconter mon histoire. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi, de la douleur à la vérité, puis à la guérison. Votre soutien signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer.